Bienvenue mesdames et messieurs. Nous sommes très honorés encore de vous recevoir sur votre plateau de révision. Révision consacrée aujourd'hui à l'histoire et la géographie, à l'honneur de recevoir M. Diallo, qui est professeur d'histoire et de géographie au lycée mixte Maurice Delafosse. M. Diallo, bonjour. Bonjour, M. Diallo. Voilà, donc nous sommes là quand même aujourd'hui, comme nous l'avions annoncé, lors de notre dernier numéro, pour parler de l'histoire et la géographie, qui est également une matière très prisée par les élèves, surtout pour les élèves qui sont en terminale L2, qui a un grand coefficient, donc une matière qui occupe pour les séries L surtout une place importante, compte tenu maintenant du coefficient 6 pour les L2. Est-ce que vous pensez qu'en fait c'est une discipline qui est difficile à comprendre ou bien complexe pour les élèves? Merci beaucoup pour cette question. Dire que l'histoire et la géographie c'est une discipline difficile à comprendre me paraît quelque part un peu difficile à répondre. Certains philosophes diront peut-être que c'est un gageur, pas difficile à cerner. Mais je pense que l'histoire et la géographie, c'est une discipline qui est transversale parce que c'est une discipline qui fait appel d'abord à une culture, ce qu'on appelle une culture générale, vaste culture générale, mais aussi ça fait appel à ce qu'on appelle l'esprit critique de l'élève, ce qui permettra de me démarquer de certains qui pensent que l'histoire et la géographie, c'est ce que j'ai l'habitude de dire à mes élèves, gourgouré, hein? Donc parcuriser, non, parcuriser, mémoriser. Tel n'est pas le cas. Et d'ailleurs, les élèves qui sont dans ces disciplines-là et qui l'exercent véritablement, ils savent très bien que ce n'est pas le cas. Donc c'est une discipline très scientifique. Scientifique en ce sens que ça fait appel à la capacité de l'élève, d'abord de comprendre, n'est-ce pas, les véritables enjeux, mais aussi de pouvoir les jauger par rapport au contexte actuel. Ça c'est un. Deuxièmement, ça fait appel à l'esprit critique de l'élève, ça veut dire que ce n'est pas une discipline où vous prenez tout et vous parcourisez et par conséquent comme un ruminant et de le restituer comme ça. Ça ne passe pas comme ça parce que, comme vous le savez, il y a ce qu'on appelle dans cette discipline une partie qu'on appelle savoir-faire liée à la géographie. Il y a aussi ce qu'on appelle une discipline où là, ça fait appel véritablement à la capacité de l'élève de réfléchir, d'analyser les questions, c'est surtout l'histoire. Et comme vous le savez, chaque sujet a ce qu'on appelle une particularité. À chaque sujet, il y a un plan qui lui est corrélé. Ce qui fait que chaque type de sujet, il y a un type de plan. Et par conséquent, vouloir parcouriser et les restituer comme ça, cela me paraît quelque part un peu... Pour l'épreuve de la dissertation. Oui. Mais M. Diallo, vous convenez avec nous également qu'en histoire comme en géographie, il y a des dates à retenir, donc à parcouriser, à mémoriser, des repères. Les élèves également vous diront qu'effectivement, bon, c'est des données figées. Autant donc les mémoriser et à besoin également les restituer. Je pense qu'il y a une équivoque à lever à ce niveau-là. Autant les disciplines scientifiques, entre guillemets, comme on dit, mathématiques, physique, chimie, moi je pense que ce sont des disciplines quelque part très mécaniques, 1 plus 1 égale 2. Autant l'histoire et la géographie demandent ce qu'on appelle, la subtilité de l'élève. Et ce qui fait que les dates, oui, les dates sont très importantes en histoire surtout, parce que ce sont des faits historiques. Et quand on parle de faits historiques, ça veut dire qu'il faut aller à la substance, à la source de la chose pour pouvoir véritablement corréler les événements à ce qui se passe véritablement. Ce qui fait que les dates sont importantes en histoire. Mais les dates nous permettent tout simplement d'avoir ce qu'on appelle des repères. Parce que si vous faites de l'histoire sans date, ça pose problème. C'est comme si vous faites des mathématiques, vous faites les sciences physiques, pour autant ne pas faire ce qu'on appelle les expériences. Parce que ce sont des sciences qu'on appelle empiriques à base d'expérience. Ici, nous aussi, l'histoire demande ce qu'on appelle les dates pour repères. D'accord. D'accord, voilà. Donc, je pense, vu sous cet angle, je pense que ce n'est pas une discipline complexe. Et ça demande un peu une conduite. Et puis d'être édifié qu'en fait c'est l'esprit critique. Vous avez parlé de l'esprit critique en parlant d'histoire et de géographie. Et même l'épreuve de dissertation historique est une épreuve qui est très prisée à l'examen pour tous les élèves de terminale. Est-ce qu'à ce niveau-là, quand même, vous avez parlé de l'esprit critique, comment se manifeste cet esprit critique
en histoire-géographie, contrairement en philosophie et en littérature? Moi, je ne dirais pas contrairement à la philosophie ou à la littérature. Je vais vous rappeler une petite anecdote là. J'avais un de mes professeurs qui est l'acteur-recteur de l'université, comment il s'appelle, Ibrahim Choub. Ibrahim Choub. Alors, Ibrahim Choub, à l'université, il avait l'habitude de nous parler de l'histoire comme une discipline scientifique. Ce qui fait que dans cette matière, lui, il n'avait pas, dans ses enseignements, n'avait pas l'habitude de donner aux étudiants ce qu'on appelle des examens où l'élève fera ce qu'on appelle une restitution. Et dans ces méthodes, il vous dit c'est l'esprit critique. Et d'ailleurs, dans ces examens ou dans ces évaluations, il avait l'habitude de dire si vous voulez amener tous vos documents, amener l'ordinateur, amener les livres et tout. Avec vous, avec tout ça. C'est pour vous dire que ce n'était pas ce qu'on appelle la capacité à mémoriser, à restituer. Mais ça fait qu'appel à l'intelligence de l'étudiant, de l'élève, de pouvoir analyser les événements froidement et d'en déduire ce qu'on appelle des perspectives et des ouvertures. Sous ce rapport-là, c'est une discipline qui fait appel à l'esprit critique. Et d'ailleurs, je vous rappelle, par exemple, ce qu'on appelle le commentaire historique, et d'ailleurs qui est ce qu'on appelle un élément central dans la discipline histoire et géographie. Le commentaire historique demande surtout ce qu'on appelle l'esprit critique, en ce sens que on vous demande ce qu'on appelle la portée historique du document. Ça veut dire par rapport au document que vous avez, par rapport aux événements relatés dans ce texte-là. Quel est l'apport de ce texte par rapport à vos connaissances antérieures? Ainsi, on vous demande ce qu'on appelle l'intérêt du document. Quel est l'intérêt du document par rapport à la marche des choses? Et par conséquent, on vous demande de faire ce qu'on appelle une critique d'ensemble du document, sur la forme, mais aussi le fond. Vous conviendrez avec moi que ce n'est pas une discipline où vous faites ce qu'on appelle la restitution. Et d'ailleurs, chaque événement peut être analysé du point de vue historique, que ce soit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde arabe, ce qui se passe aujourd'hui à l'échelle planétaire aux États-Unis, en Europe, mais aussi chez nous en Afrique. Donc, ça fait appel à la capacité de l'élève de réfléchir, mais aussi de proposer, mais aussi de se projeter. Et par conséquent, je dis que l'histoire, c'est une discipline scientifique. La notion de culture générale, vous l'avez évoqué également, ça me semble être également quelque chose de très important à retenir. Culture générale, qu'est-ce qui peut, dans ce sens, aider l'élève un peu à posséder Oui, quand je parle de culture générale, je dis que l'histoire et la géographie, en dehors de ce qu'on appelle l'analyse des faits historiques et des événements qui se sont déjà produits, ça fait appel à la culture générale. Ça veut dire il faut, de la part de celui qui enseigne, tout comme celui qui reçoit les enseignements, d'être au diapason. Ce mot-là, je l'écris souvent avec mes élèves et ils rient toujours. Je dis, est-ce que vous êtes au diapason? Ça veut dire, est-ce que vous êtes au courant de ce qui se passe dans ce monde-là? Par exemple, je dis que ça fait appel à la culture générale. Ce qui se passe aujourd'hui entre l'Ukraine et la Russie. La culture générale vous permettra tout simplement de jauger cet événement dans ce qu'on appelle la guerre froide. Nous allons voir ça d'ailleurs, dans la guerre froide. Ce qui d'ailleurs permet de dire que nous vivons aujourd'hui ce qu'on appelle une sorte de guerre froide, mais ici avec 3 pôles. Alors que dans la guerre froide initiale, le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous avions tout simplement 2 pôles. Le bloc de l'Ouest, avec les États-Unis à sa tête, soutenu par des pays tels que l'Angleterre, la France, etc. Et de l'autre côté, vous avez la Russie avec les pays de l'Est, mais aussi qui vont épouser l'idéologie communiste. Je ne vais pas anticiper, mais je donne tout simplement pour vous dire que la culture générale permettra tout simplement de replacer les événements qui se sont produits aujourd'hui par rapport, n'est-ce pas, à la longue durée et de comprendre ce qui se passe véritablement. On a l'habitude de dire que l'histoire fait les hommes, mais c'est les hommes également qui font l'histoire. D'accord, voilà, nous allons revenir avec ça dans la deuxième partie de notre analyse. Mais pour le moment, nous allons peut-être, si vous le permettez, entrer dans le vif du sujet. En tout cas, le premier point qui nous intéresse aujourd'hui, d'ailleurs, l'histoire et la géographie, c'est 2 disciplines. Nous allons commencer par d'abord la géographie, qui me semble également être un domaine peut-être chez les élèves assez complexe. Mais pour un point, est-ce que vous pouvez généralement nous donner une idée du programme de terminale L, en tout cas en histoire et géographie? Une idée avec des dates et quelques orientations. Bien. En fait, l'histoire et la géographie en terminale, il n'y a pas de différence entre série L et S. La seule différence, c'est au niveau des coefficients. Ils ont le même programme, ils sont évalués sur également le même sujet. Alors, si on prend l'histoire est divisée en 3 parties pour le programme d'histoire en terminale.
La première partie, c'est ce qu'on appelle le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette partie, on va étudier ce qu'on appelle les conséquences de la Seconde Guerre mondiale et le règlement du conflit. C'est-à-dire, quelles ont été les conséquences, quels ont été les effets de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi comment, n'est-ce pas, les grandes puissances se sont réunies pour essayer tout simplement de trouver une solution par rapport à cette guerre. Mais comment aussi prévenir pour que pareilles atrocités ne se répètent plus dans l'avenir, d'où la création de l'ONU pour le règlement des conflits. Donc, toujours dans la première partie, nous allons voir juste après ça ce qu'on appelle la guerre froide. La guerre froide, c'est une guerre idéologique qui va prendre son envol juste au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, lorsque, n'est-ce pas, le camp des Alliés va se fissurer pour certains événements que nous allons d'ailleurs voir. Je suis en train tout simplement de rappeler les grandes parties que nous allons voir. Et, n'est-ce pas, cet éclatement du camp des Alliés où vous aviez les États-Unis, l'URSS, l'Angleterre et la France, vont plonger le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale dans une sorte de guerre idéologique appelée communément guerre froide, que Raymond Aron d'ailleurs avait définie sous une formule lapidaire et laconique qu'on appelle guerre improbable, paix impossible. Et cette guerre, c'est de 1947, on peut aller plus loin, 1947 avec le décès de Churchill, mais 1947 jusqu'aux années 1991 avec ce qu'on appelle l'effondrement du bloc communiste, l'implosion de l'empire communiste, et par conséquent on assistera à un monde unipolaire avec une seule puissance, ce sont les États-Unis. Et la dernière leçon de cette première partie qu'on appelle le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est ce qu'on appelle la Chine de 1945 aux années 90. Et là, cela nous permettra tout simplement de revisiter le passé glorieux de la Chine. Comme vous le savez, la Chine était un pays qui a vécu une expérience millénaire du féodalisme, ensuite qui a quelque part fait l'expérience du libéralisme et s'est renoué avec ce qu'on appelle le communisme jusqu'à l'ouverture de la Chine vers les années 70 avec le Deng Xiaoping. Ça, c'est ce qu'on appelle la première grande partie d'histoire. Et d'ailleurs, c'est une grande partie parce que ça prend beaucoup de temps pour tous ceux qui sont de la série L2. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le monde au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, la décolonisation, affirmation du tiers-monde, c'est ça. Décolonisation et affirmation du tiers-monde. Alors, cette partie nous permettra tout simplement de passer en revue, n'est-ce pas, le processus d'émancipation, les causes générales de la décolonisation, mais aussi les formes qui ont été empruntées par les colonies, n'est-ce pas, dominées par les puissances coloniales pour l'accès à la souveraineté internationale. Et par conséquent, nous allons voir ce qu'on appelle des exemples. En Asie, l'Inde et l'Indochine, en Afrique noire, le cas du Sénégal, Gold Coast, n'est-ce pas, le cas également des colonies portugaises, du Cap-Vert, n'est-ce pas, de l'Angola. Et après, nous allons voir une autre question très importante dans cette décolonisation, c'est ce qu'on appelle la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Question, leçon très importante à mon avis, quand je parle aussi d'actualité et de culture générale. Après cela, nous allons voir la dernière partie de l'histoire qui est consacrée à ce qu'on appelle l'étude des civilisations. La civilisation négro-africaine, mais aussi la civilisation musulmane. Ce qui fait également, c'est une dernière partie qui est très importante et d'ailleurs qui est à cheval à ce qui se passe aujourd'hui quand on parle de civilisation négro-africaine, mais aussi quand on parle de civilisation musulmane. L'Afrique qui se cherche aujourd'hui, on a besoin aussi de revoir le passé glorieux de l'Afrique. La civilisation musulmane, c'est très important. Vous voyez l'empiètement. C'est comme si les événements, il y a un enchevêtrement dans les événements. Quand je parle de culture générale, l'histoire et la géographie également liées à ça. Ce qui se passe avec ce qu'on appelle l'islamophobie, ce qui se passe aujourd'hui avec le terrorisme. Et l'actualité des caricatures, voilà, et tout. Voilà, ça nous permettra également... Vraiment, ça réconforte que, évidemment, vous l'avez annoncé tout à l'heure, en tout cas, on a vraiment besoin d'une assez bonne culture générale et également d'un esprit critique pour arriver en fin d'année à décoder surtout les faits. Effectivement. Voilà. Pour et la géographie maintenant, en géographie, surtout c'est ce qu'on appelle une géographie économique. C'est vrai, on utilise ce qu'on appelle l'aspect de ce qu'on appelle le cadre physique de certains pays ou bien de certains espaces, mais en termes, en dehors de ce cadre physique, c'est surtout ce qu'on appelle la géographie économique. D'abord, quand on parle de système monde, d'ailleurs que nous allons voir tout de suite, des espaces interdépendants. Ensuite, là, c'est l'occasion d'introduire
la discipline appelée géographie, puisqu'on on parle d'économie, géographie économique. C'est nous replonger dans l'univers qu'on appelle la mondialisation, avec ses effets, ses manifestations. Donc quand je parle d'effets, je parle ici de conséquences. Et ensuite de voir ce qu'on appelle l'espace nord-américain. L'espace nord-américain, atout et handicap de la nature. Et ce sera l'occasion, après avoir étudié le cadre physique de l'espace nord-américain, d'étudier, n'est-ce pas, le cadre également géographique de l'espace nord-américain, surtout lorsqu'ils se sont tombés d'accord, les trois pays que sont les États-Unis, le Canada et le Mexique, de mettre sur pied ce qu'on appelle l'ALENA, Alliance de libre, accord de libre-échange nord-américain. Accord qui est qualifié asymétrique. On reviendra sur ça d'ailleurs. Oui. Et après, ce sera également une autre leçon très importante lorsqu'on parle de la société américaine. Vous savez que l'Amérique, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, nous allons voir ça, l'Amérique est sortie victorieuse. Et par conséquent, on assiste à un monde unipolaire avec un seul leader, ce sont les États-Unis. Et par conséquent, ils ont développé beaucoup de concepts que nous allons voir, comme par exemple the soft power, the hard power, smart power, dans le cadre de leur faire relancer, d'avoir ce qu'on appelle une présence planétaire. Nous allons voir ça dans ce qu'on appelle la société américaine. Et après avoir étudié la société américaine, ça nous permettra de revenir sur un autre aspect de l'économie américaine, c'est ce qu'on appelle le modèle économique américain, caractéristiques et problèmes. Ça nous permettra tout simplement de voir le système économique, n'est-ce pas, des États-Unis. Problème avec leurs problèmes, mais aussi avec leurs fondamentaux. Cela étant, nous allons faire ce qu'on appelle une liaison en quittant les États-Unis pour venir en Europe. Le cadre physique de l'Europe, donc géographie physique de l'Europe. Ensuite, ce sera l'économie, comme on l'a fait avec les États-Unis, le modèle économique européen, réalité et perspective. Ensuite, on va quitter l'Europe pour aller vers l'Asie, n'est-ce pas, l'Asie-Pacifique, on verra. Après cela, nous allons voir d'autres modèles tels que le Brésil. Et en Europe, j'avais oublié, après avoir étudié le cadre européen, il va falloir cette année-ci étudier ce qu'on appelle la France, l'exemple de la France. Parce que pour les années impaires, c'est la France, pour les années paires, ce sera l'Allemagne comme l'année passée. Et en fin de compte, nous reviendrons en Afrique chez nous pour voir, on ne parle pas ici de modèle économique, mais ce qu'on appelle les problèmes de l'économie américaine. Vous voyez, l'économie africaine, et puis ce sera le Sénégal aussi. On verra le Sénégal, n'est-ce pas, dans sa diversité économique. Du genre, du général au particulier, c'est important. Moi, je pense que il y a des cas très intéressants et même qui peuvent aider l'élève, au-delà même de l'épreuve. Je pense qu'un bon intellectuel doit quand même être édifié de tout ce que vous venez d'évoquer. Peut-être, en fait, la plupart des leçons interpellent plus le côté extérieur que le côté local. Et peut-être si les élèves, par défaut de culture générale, en tout cas de ce qui se passe à travers le monde, peut-être pourraient trouver, en tout cas les élèves pourraient avoir un peu des blocages à ce niveau-là. Si l'élève ne fait pas d'effort d'aller au-delà de son cadre local, Sénégal, Afrique, s'intéresser un peu à ce qui se passe en Europe, aux États-Unis et tout, peut-être c'est à ce niveau-là. Là, les autorités sont interpellées. Vous avez interpellé les autorités indirectement. Mais ils sont interpellés, effectivement, vous avez raison. Parce que quand on voit le programme semble privilégier ce qu'on appelle l'aspect général, c'est-à-dire les autres, et puis, n'est-ce pas, l'Afrique. Bon, quelque part, c'est bien parce que ça va donner à l'élève d'avoir ce qu'on appelle une ouverture, une vision globale de la chose, n'est-ce pas? Mais aussi, ça le permettra d'apprendre nos réalités. Nous comptons aussi continuer une leçon qui a été entamée et qui a été très appréciée par le public. D'ailleurs, sous les conseils de beaucoup de collègues et même d'élèves et même de parents d'élèves, nous ont confié un peu de revenir sur cette leçon en essayant un peu de terminer ce qui a été déjà bien négocié. Il s'agit effectivement de la décolonisation. Vous avez compris que c'est dans notre rubrique Histoire et Géographie, toujours avec l'éminent professeur M. Diallo. C'est toujours un plaisir, un immense plaisir de le retrouver dans le cadre de notre émission, puisque véritablement, nous avons reçu beaucoup de conseils, d'encouragements, de félicitations, en tout cas pour les prestations qu'il a eu à consacrer à notre émission Révision.
Nous allons continuer toujours avec cette équipe qui gagne. On ne change pas, une équipe qui gagne. Et d'ailleurs, véritablement, nous devons vous témoigner que beaucoup, quand même, ont apprécié de très belle manière vos prestations et vous encouragent un peu, vous féliciter dans ce sens. Merci. Mesdames et messieurs, comme vous l'avez compris, donc, nous allons rester avec la décolonisation. Mais cette fois-ci, nous allons insister particulièrement sur la question palestinienne et surtout les relations israélo-arabes. Donc, sans plus tarder, monsieur... La leçon s'intitule Décolonisation au Proche-Orient. La question palestinienne et les relations israélo-arabes. Et les relations israélo-arabes. Israélo-arabe. Bien. Alors la question de découverte est la suivante. Qu'appelle-t-on Proche-Orient? Qu'appelle-t-on Proche-Orient? Souvenez-vous, par le passé, nous avions vu la décolonisation, les co-journaux de la décolonisation, les formes de décolonisation. Et il nous revient aujourd'hui de voir ce qu'on appelle des cas spécifiques de décolonisation. Le cas aujourd'hui du Proche-Orient était assez élucidant. Oui, qu'appelle-t-on Proche-Orient? Qui englobe l'Égypte. Cette partie de l'Asie du Sud-Est qui englobe l'Égypte. Encore de façon beaucoup plus détaillée, qu'appelle-t-on Proche-Orient? Oui, mademoiselle Niès. Oui. Parle fort. Oui. Bien. Alors, on appelle Proche-Orient cette partie de l'Asie du Sud-Est qui englobe une partie de l'Afrique. Ici, l'Égypte, qui englobe donc l'Égypte, en plus de quelques pays arabes, à savoir Turquie, Syrie, Liban, Israël, Palestine, Jordanie, Arabie Saoudite, Irak, Iran, Koweït, Bahreïn, Yémen, Oman, Afghanistan, ainsi de suite. Donc, c'est cette partie qui englobe une partie de l'Afrique, donc l'Égypte ici, précisément, plus les pays asiatiques que je viens de citer. C'est cette partie qu'on appelle le Proche-Orient. Maintenant, dans la décolonisation du Proche-Orient, on verra le cas spécifique de la Palestine, d'où la décolonisation au Proche-Orient, la question palestinienne et les relations israélo-arabes. Alors, quand on parle de Proche-Orient, quand on parle de la question palestinienne, selon vous, qu'est-ce qui structure les relations entre Israël et la Palestine ou bien les pays arabes? Qu'est-ce qui aujourd'hui met en relation cette partie qu'on appelle la Palestine, donc les Arabes de la Palestine, mais aussi en face de ces Arabes, nous avons ce qu'on appelle Israël, d'où les relations israélo-arabes. Qu'est-ce qui est à l'origine de ces relations israélo-arabes? Oui, on. Très bien. Alors nous allons voir, puisqu'on parle de décolonisation en Palestine, nous avions déjà étudié ce qu'on appelle la décolonisation. Sa définition, nous avons dit que c'était un processus d'émancipation politique des pays d'Afrique et d'Asie anciennement colonisés. Le cas de la Palestine. Et de toutes les formes de décolonisation que nous avons connues, il y a assurément deux qui sont les plus connues, c'est ce qu'on appelle la décolonisation pacifique et la décolonisation violente. Alors de toutes les décolonisations, assurément celle de la Palestine est la plus douloureuse à cause
donc les restes, les survivances que la Palestine est en train encore de vivre ou bien que nous sommes en train de vivre jusqu'à présent. Mais pour comprendre véritablement la décolonisation au Proche-Orient, précisément en Palestine, il faut d'abord remonter dans ce qu'on appelle la question des relations israélo-arabes en partant de ce qu'on appelle les origines du peuplement dans cet espace du Proche-Orient. Commençons par les origines. Alors, les origines, d'où ce qu'on appelle la question palestinienne comme premier élément de réponse par rapport à cette leçon palestinienne et les relations israélo-arabes. Donc je disais, de toutes les décolonisations que l'humanité a connues, assurément celle de la Palestine a été la plus douloureuse à cause des restes que nous sommes en train de vivre jusqu'au moment où je vous parle. Mais pour comprendre véritablement la question palestinienne, il faut partir de ce qu'on appelle les origines du peuplement dans cette partie du Proche-Orient. Les origines du peuplement. Autrement dit, quels sont les peuples qui ont été les premiers à s'installer dans la région? C'est un. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait ce qu'on appelle exode ou migration et que d'autres peuples arrivent dans cette région? Deuxième question. La troisième question, qu'en est-il véritablement de la situation des premiers peuples qui ont vidé la région? Et à partir de cette question, on comprend véritablement ce qu'on appelle les relations israélo-arabes. L'origine du peuplement dans cet espace. Alors regardez ici. Quand on prend la carte, Israël est là, donc la Palestine, Israël n'existera qu'à partir de 1948. On parle de Palestine dans cette partie. La Palestine, de l'Antiquité jusqu'au 5e siècle, de l'Antiquité au 5e siècle après Jésus-Christ, cette partie a été peuplée par ce qu'on appelle les Cananéens noirs. Les Cananéens noirs, les Phéniciens et les Juifs dont la fusion de ces trois peuples va donner naissance au peuple actuel. Donc revenons à la carte. Dès le départ, puisqu'on parle de l'Antiquité au 5e siècle, cette partie du Proche-Orient qu'on appelle ici la Palestine, Palestine initiale, la Palestine était peuplée pour la première fois par les Cananéens noirs, vous vous souvenez de Cham. Ensuite, il y a les Phéniciens et les Juifs, dont la fusion a donné naissance aux peuples actuels. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien qu'est-ce qui a occasionné ce qu'on appelle la migration de ces peuples pour partir ailleurs? En fait, cette zone, elle est désertique. Il n'y a que le fleuve Jourdain, la Jordanie, c'est là, ce fleuve-là, qui loge cette partie, qui devait ce qu'on appelle un denrée extrêmement précieux dans cette partie du Proche-Orient. Le milieu est désertique. Mais les Juifs, à l'époque, subissaient ce qu'on appelle l'assaut perpétuel des puissances étrangères. C'est ce qu'on appelle les envahissements étrangers qui persécutent le peuple sur place. Et d'ailleurs, la dernière et la plus foudroyante de ces persécutions, c'est lorsque les Romains envahissent la Palestine au 5e siècle, mais aussi persécutent sa population et incendient Jérusalem. Donc ce qui fait que le peuple sur place subissait deux aléas. Le premier aléa, c'est un aléa lié au climat. C'est une zone désertique. Et n'oubliez pas, on parle de l'Antiquité au 5e siècle. Non seulement la zone elle est désertique, mais aussi il n'y avait pas de véritable révolution scientifique et technologique permettant à la population sur place de transformer le milieu en leur faveur.
Le deuxième aspect également qui va pousser vers la migration, c'est que ces peuples subissent de façon perpétuelle et répétée l'assaut de puissances étrangères qui, non seulement les persécutent, mais aussi continuent à les dominer et à les piller. Et la dernière, je vous disais, au 5e siècle, et la plus foudroyante de ces assauts, c'est lorsque les Romains arrivent. Non seulement ils envahissent la Palestine et incendient Jérusalem, mais persécutent sa population. De deux choses l'une. La solution la plus vieille à cette époque, les Juifs ne voient que de migrer. Et à partir de ce moment, nous allons voir que les Juifs vont quitter la Palestine pour aller migrer vers l'Égypte, mais aussi l'Europe, vers l'Allemagne, la Russie, Pologne, ainsi de suite. À partir de ce moment, on parle de la naissance de la diaspora juive. Naissance de la diaspora juive. Naissance de la diaspora juive parce que les Juifs quittent ce milieu désertique, mais aussi ils quittent ce milieu parce qu'ils subissent ce qu'on appelle des persécutions. Et d'ailleurs, je suis de ceux-là qui pensent que la question palestinienne est une question mythico-religieuse. Et la Bible est très élucidante par rapport à cette migration. Et par conséquent, on peut vérifier, vous allez voir la Bible dans ce qu'on appelle la partie Exode, chapitre 1, les versets 1 jusqu'à 6. Ou bien vous lisez toute cette partie pour en faire un récit biblique qui nous explique la migration de ces Juifs vers l'Égypte. Alors, puisqu'ils ont vidé cette région, qu'est-ce qui va se passer à partir du 5e siècle maintenant? À partir du 5e siècle, nous allons voir que les Arabes vont commencer à investir la région vidée par les Juifs. Et vous savez que les Arabes, c'est un peuple nomade qui connaît bien les déserts et qui sont toujours à la recherche de pâturage, ainsi de suite. Donc, à partir du 5e siècle, ils viennent dans la région, ils trouvent ce qu'on appelle une zone complètement vide parce que les Juifs ont déjà migré. Ils s'installent. Entre le 7e siècle et le 14e siècle, on voit que l'Empire turco-ottoman devient ce qu'on appelle une puissance planétaire. Et c'est dans cette logique d'ailleurs que les Arabes vont recevoir ce qu'on appelle le soutien inconditionnel de l'Empire turco-ottoman, qui vont les permettre de transformer le milieu en leur faveur, en quoi faisant? En y édifiant ce qu'on appelle des infrastructures islamiques. Et ainsi, les Arabes prennent la Palestine comme étant ce qu'on appelle leur propre chez eux. Ils commencent à transformer le milieu. Ils commencent, n'est-ce pas, à développer des activités. Et par conséquent, ils se sont déjà familiarisés avec ce qu'on appelle le désert. Au même moment, les Juifs en Égypte, tout comme en Europe, commencent à subir ce qu'on appelle des persécutions. Persécutions en Égypte. Parce que, arrivé en Égypte, les Juifs commencent à se multiplier. N'oubliez pas que le peuple juif est un peuple élu de Dieu. Mieux, ils ont ce qu'on appelle beaucoup de connaissances aussi. Ils se multiplient et les Égyptiens commencent à avoir peur. Conséquence, les Hébreux sont traduits en esclavage. Donc ils deviennent des êtres corvéables, taillables à la merci de tout. Donc persécution. Deuxième aspect de ces Juifs, en Europe aussi, ils vont subir ce qu'on appelle les pogroms en Russie. Ils vont subir ce qu'on appelle des persécutions, précisément en Allemagne. Souvenez-vous, lors de la Deuxième Guerre mondiale, Adolf Hitler les extermina dans les camps de concentration nazis. À partir de ce moment, les Juifs, partout persécutés, dans des situations inconfortables, commencent à penser à l'idée de retour en Palestine, terre promise à Abraham par Dieu. C'est dans cette logique qu'il y aura ce qu'on appelle la naissance du mouvement, l'Organisation mondiale sioniste. Donc, Organisation mondiale sioniste,
avec ce qu'on appelle des intellectuels, tels que Theodor Herzl, qui mettent sur pied cette organisation et commencent tout simplement à penser à l'idée de retour en Palestine. C'est ainsi qu'une émigration clandestine sera organisée. Une émigration clandestine vers où? Vers le retour à la terre promise à Abraham par Dieu. Donc, non seulement les Juifs s'organisent, ils cotisent, ils ont les moyens, ils retournent dans la clandestinité, n'est-ce pas, en Palestine. Et, ironie du sort, après ce qu'on appelle la fin de la Première Guerre mondiale, la Société des Nations sera mise sur pied pour veiller à la sécurité internationale. Et n'oubliez pas, à partir de ce moment, les Juifs organisés en groupe de pression et en lobby s'allient avec ce qu'on appelle les puissances étrangères. C'est dans cette logique que sous mandat de la SDN, la France va recevoir la Syrie et le Liban comme étant ce qu'on appelle des colonies. La SDN, c'est la Société des Nations, avec le traité de Versailles en 1919, sera mis sur pied. Et à partir de ce moment, l'Angleterre, donc la puissance britannique, recevra sous mandat de la SDN ce qu'on appelle la gestion de la Palestine, de l'Irak, mais aussi de la Transjordanie. C'est dans cette logique que les Juifs commencent à s'allier avec la puissance britannique, qui, dans une déclaration de Lord Arthur James Balfour, Lord Arthur James Balfour, de 1917. Dans cette déclaration, Lord Arthur James Balfour va promettre officiellement l'immigration juive en Palestine. Au départ, c'était dans la clandestinité. Mais en 1917, avec ce qu'on appelle l'alliance avec les puissances étrangères, hop, déclaration de Balfour, qui déclare l'immigration officielle des Juifs en Palestine. Mieux, cette déclaration de Lord Balfour, donc la Grande-Bretagne, s'engage également à créer ce qu'on appelle un foyer national juif en Palestine. La messe est dite. Ça veut dire qu'il s'engage à créer ce qu'on appelle un État hébreu en Palestine. Alors que les Juifs commencent à rentrer, à acheter ce qu'on appelle des terres, et les Arabes n'ont rien compris. À développer l'agriculture, à développer l'éducation, à développer également ce qu'on appelle l'industrie. D'autant plus qu'au niveau de ce qu'on appelle l'organisation mondiale sioniste, un intellectuel tel que Theodor Herzl, 1860-1904, va publier un livre qu'on appelle un livre-programme. Un livre-programme intitulé L'État juif. L'État juif, en février 1896. Alors, dans ce qu'on appelle l'État juif, j'ai dit c'est un livre-programme destiné à la gestion du futur État d'Israël, où est concocté un ensemble de programmes de gestion politique, économique et sociétale du futur État palestinien. Voici ce qu'on appelle l'origine du peuplement dans cet espace. Mais qu'est-ce qui va se passer? Puisque les Arabes ont déjà édifié des infrastructures islamiques, ont commencé à transformer le milieu en leur faveur, il y aura véritablement ce qu'on appelle une nouvelle situation. Alors que la Grande-Bretagne est ce qu'on appelle maîtresse de maison. Ça veut dire que la Grande-Bretagne avait ce qu'on appelle mandat de la SDN, devenant ce qu'on appelle l'administratrice de la Palestine. Et qu'il y a ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Sous ce rapport, nous comprendrons véritablement que cette question résulte d'abord, un, de l'immigration juive en Palestine, deux, de l'installation des Arabes dans la région, et trois, maintenant, c'est là où nous allons voir, c'est ce qu'on appelle la naissance de l'État d'Israël. Voici maintenant la situation qui va perturber tout et qui sera ce qu'on appelle le début des relations israélo-arabes. Voilà donc, M. Diallo,
Je pense que quand on parle de la guerre froide, il y a quelque chose déjà qui est frappant. Une guerre ne saurait être froide, comme on dit. Pourquoi on l'appelle guerre froide? Alors que dans l'entendement populaire, on aurait aimé qu'une guerre soit chaude, comme on dit. Mais pourquoi guerre froide? Effectivement, justement. Bien. En fait, l'appellation guerre froide a ici ce qu'on appelle un sens qui n'est pas péjoratif, mais un sens qui reflète ce qu'on appelle l'ambition même de la guerre et de ceux-là qui s'opposent. Qu'est-ce qui s'est passé au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, 1945? La vieille Europe affaiblie et ruinée laisse ce qu'on appelle ses responsabilités entre les mains des États-Unis et de l'URSS. Alors, ce qui fait que juste au lendemain de ce conflit mondial, on va assister à ce qu'on appelle l'éclatement de la Grande Alliance. Souvenez-vous, la Grande Alliance, c'est cette alliance qui regroupa ce qu'on appelle les États-Unis, l'URSS, l'Angleterre, mais aussi la France. Comme on dit, c'est d'anciens amis qui deviennent des ennemis. Exactement. Alors, dans ce qu'on appelle le conflit appelé ici guerre froide, il s'agit ici d'une guerre idéologique. Une guerre idéologique qui opposa ce qu'on appelle les deux grandes puissances, à savoir les États-Unis et l'URSS, dans tous les domaines. Mais attention, l'expression guerre froide regorge quelque part une autre appellation que les gens devraient d'abord comprendre, exploiter, expliciter pour comprendre l'expression guerre froide. Parce que quand une situation s'oppose, il faut l'analyser sur tout le couvert apparent de ses angles. C'est là où le grand esprit retrouve sa grandeur et le mesquin trouve sa mesquinerie. Ce qui fait que guerre froide ici, je veux dire que c'est une guerre idéologique que Raymond Aron a définie sous une formule devenue célèbre mais très laconique qu'on appelle guerre improbable, paix impossible, fin de citation, Raymond Aron. Donc c'est ça la guerre froide. Mais même si on parle de guerre froide, par moment la guerre a été chaude. Et je m'en arrête là pour comprendre, voilà. Mais nous allons voir plus tard que la guerre deviendra véritablement chaude parce qu'il y aura ce qu'on appelle des confrontations entre superpuissances avec leurs alliés, mais nous allons voir ça petit à petit. Revenons en arrière tout simplement pour bien introduire la leçon. D'accord. D'aucuns également parlent de guerre secrète ou de guerre latente. C'est comme si, en tout cas, comme vous l'avez dit, c'était une guerre d'idées ou d'idéologie quelque part. Ce qui fait, par opposition à la Seconde Guerre mondiale, qui était une guerre d'armement, donc une guerre chaude, on a voulu quand même peut-être comparer à cette guerre-là, appelée guerre secrète, guerre latente ou guerre froide. Permettez-moi s'il vous plaît de revenir un peu en arrière pour véritablement expliquer la notion de guerre froide. Je trouve déjà cette émission assez importante parce que lorsque nous avons fait ce qu'on appelle l'émission sur la mondialisation, à ma grande surprise, 2 semaines après, à l'université, on a organisé avec les doctorants de la philosophie, de la faculté de philosophie, un séminaire sur ce qu'on appelle la mondialisation. Ce qui fait que cette émission est très importante. J'ai assisté, c'était le professeur Souleymane Bachir Diagne, un grand philosophe, que je considère l'un des plus grands philosophes, avec Mamou Diagne qui avait animé ça. Alors, ce qui me permet tout simplement de revoir ou bien de revisiter Samuel Huntington dans ce qu'on appelle Choc des civilisations, mais aussi Francis Fukuyama dans ce qu'on appelle La fin de l'histoire et du dernier homme. Parce que voici également 2 ouvrages qui nous permettront véritablement de comprendre cette leçon. Quand on parle de guerre froide, guerre idéologique, pourquoi c'est idéologique? Idéologique parce que cette guerre fait référence à ce qu'on appelle l'opposition entre l'idéologie capitaliste et l'idéologie communiste ou l'économie socialiste. L'idéologie capitaliste ou l'économie libérale avec les États-Unis, l'idéologie comme on appelle socialiste avec l'économie communiste pour l'URSS. En fait, guerre froide parce que nous avons ici un monde qui, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, qui va tout simplement s'orienter vers ce qu'on appelle la bipolarisation, n'est-ce pas? Pour revenir un peu sur les choses, je reviendrai. Mais je m'en vais introduire Samuel Huntington et Francis Fukuyama pour comprendre l'expression guerre froide, les idéologies qui s'opposent ici. Selon Francis Fukuyama, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi
la guerre froide va entraîner indubitablement la fin ou bien la chute de l'économie socialiste. Et on va assister à l'émergence de ce qu'on appelle l'économie libérale ou le libéralisme économique. Et ça s'est prouvé dans les ouvrages. Donc, choc d'ambition, choc de civilisation. Maintenant, pour comprendre véritablement l'expression guerre froide ou bien les relations Est-Ouest, il faut d'abord aller vers les origines de cette guerre. Qu'est-ce qui est à l'origine de la guerre froide? Les causes. Donc, voilà, dans la notion, nous pouvons retenir que c'est une guerre idéologique. Et parmi ces idéologies-là, il y a l'idéologie capitaliste ou libérale et l'idéologie socialiste. En tout cas, c'est des écoles, des doctrines, des idéologies fortes et qui, au fil de l'histoire, étaient obligées de se confronter. Et ce qui a un peu amené un peu cette heure-là, ou ce conflit. Exactement, parce qu'on est même à une compétition idéologique, parce que le monde de l'après-deuxième guerre mondiale était un monde plongé dans ce qu'on appelle une guerre idéologique ou l'expression de guerre froide, avant de revenir sur la définition. Maintenant, pour parler de la guerre froide et comprendre ce qu'on appelle l'expression de la guerre froide, il convient d'aller scruter, donc examiner minutieusement ce qu'on appelle les origines de la guerre froide. Voilà. Alors, si vous me permettez, oui, nous allons voir d'abord ce qu'on appelle les origines de la guerre froide. Hein? Oui. Donc, après l'introduction, on a déjà introduit. Les origines de la guerre froide. Ici, pour comprendre les origines de la guerre froide, il faut remonter un peu plus loin. Parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Alliance n'a plus sa raison d'être. Parce que nous avions, durant la Deuxième Guerre mondiale, deux blocs qui s'affrontaient. C'est le camp des Alliés, mais aussi l'Axe. L'Axe avec l'Allemagne, le Japon, et j'en passe. Dans le camp des Alliés, vous avez les États-Unis, l'URSS, la France, l'Angleterre, et j'en passe. Mais avec ce qu'on appelle la capitulation du Japon, nous allons voir, mais aussi la dénazification de l'Allemagne, nous allons voir qu'il y a ce qu'on appelle une victoire éclatante du camp des Alliés. Maintenant, il y a ce qu'on appelle une atmosphère de suspicion et de méfiance qui va régner dans ce qu'on appelle le camp des Alliés. Premier élément des origines, c'est ce qu'on appelle la méfiance. La méfiance au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais de quoi s'agit-il quand on parle ici de méfiance? Alors, la méfiance s'empare du camp des Alliés. À partir du moment où le Premier ministre britannique d'alors, Winston Churchill, avait prononcé un discours retentissant. Précisément, c'était le 5 mars 1946 à Fulton. Il a prononcé ce discours et Churchill faisait allusion de ce qu'on appelle un rideau de fer. Je le cite. Il disait qu'un rideau de fer va de la mer Baltique à la mer Adriatique, séparant l'Europe en deux blocs. À partir maintenant de ce discours, l'URSS perçoit ici, à partir du discours de Churchill, ce qu'on appelle une menace. Mais qu'est-ce qui va se passer? L'URSS de son côté commença tout simplement à se recroqueviller sur elle-même, mais aussi préparer à se riposter par rapport, n'est-ce pas, à ce discours de Churchill. Donc nous avons ce qu'on appelle la méfiance qui s'empare du camp des Alliés. Et tout part d'une simple formule. Qui a été lancée. Qui a été lancée par Winston Churchill. Et qui a été compris également d'une autre manière par le camp. Exactement. Parce que n'oubliez pas la fin de la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu qu'il y a ce qu'on appelle, avec la conférence de Paris, 45-46, ce qu'on appelle, qui a débouché, comment on appelle, la conférence de Paris, a débouché sur d'importants bouleversements territoriaux. Donc il y avait une sorte d'ambition. Et maintenant, le constat, parce que Winston Churchill n'a fait que constater ce qu'il a vu et il l'a dit de cette formule. Ce qu'on appelle rideau de fer qui s'empare de la mer Adriatique à la mer Baltique, qui a été mal vu, mal compris par l'URSS qui va commencer tout simplement à
se repositionner à se méfier. Mais cette méfiance qui s'empare du camp des Alliés va entrer ce qu'on appelle la rupture. Mais la rupture n'est pas encore consommée. Ce sont ce qu'on appelle les prémices. Les prémices d'une rupture. De cette guerre froide qui va s'emparer de ce qu'on appelle le camp des Alliés. Mais qu'est-ce qui va se passer après ce qu'on appelle ce célèbre discours de Winston Churchill? Nous allons voir que l'URSS commence à tout simplement à se méfier, à se préparer. Mais on va assister à ce qu'on appelle un autre élément qu'on appelle la bipolarisation. Bipolarisation, par bipolarisation, comprenez ici la division du monde en deux blocs, en deux pôles. Le pôle de l'Est, avec l'URSS comme chef de file, et le pôle de l'Ouest, avec les États-Unis comme étant le chef de file. D'où l'intitulé les relations Est-Ouest. Est-Ouest. Très bien. C'est ça l'intitulé, les relations Est-Ouest. Maintenant, il y a la bipolarisation. L'atmosphère est un peu tendue. Mais la bipolarisation sera renforcée lorsque le président américain, Truman, va élaborer une nouvelle doctrine. Laquelle doctrine s'intitule ce qu'on appelle l'endiguement. La doctrine de l'endiguement. Endiguement, le verbe endiguer, ça veut dire continuer. Donc, la doctrine de l'endiguement. Alors, endiguer quoi? Lorsque le président Truman parlait de cette doctrine, endiguement, en anglais qu'on appelle the containment, endiguement, ça veut dire endiguer, contenir, juguler l'expansion du communisme. Parce que l'Amérique avait compris qu'il y a ce qu'on appelle le déferlement du communisme et que l'armée rouge, donc l'armée de l'URSS, devenait de plus en plus redoutable. Et par conséquent, pour essayer tout simplement de les cerner, de les juguler, il fallait tout simplement élaborer cette doctrine du président américain à partir du mois de mars 1947. Donc, d'où une sorte de réponse d'une formule à une autre. Là-bas, on parle de riz de fer, l'autre riposte par l'endiguement. L'endiguement. Donc, d'où les termes. Je veux quand même la notion d'idéologie dont vous faisiez allusion puisse être perçue donc exactement. De cette façon-là. Mais jusqu'à présent, je suis dans le camp de l'Ouest. Je ne suis pas encore dans le camp de l'Est. Donc, dans le camp de l'Ouest, donc les initiatives commencent. Après le discours de Churchill, vous avez ce qu'on appelle la doctrine élaborée par le président américain Truman, qu'on appelle la doctrine d'endiguement, en anglais qu'on appelle the containment, que le président Truman avait déjà élaboré à partir du 11 mars 1947. Mais cette doctrine endiguer quoi? Parce que pour le président Truman, le monde de l'après-guerre est le monde de deux camps opposés. Le camp de l'Ouest, avec les États-Unis à la tête, et le camp de l'Est, avec l'URSS à sa tête. Et selon toujours la doctrine du containment du président américain Truman, le camp de l'Est, c'est le camp de ce qu'on appelle de l'impérialisme. Le camp de ce qu'on appelle le camp antidémocratique, selon le président Truman. Et puisque les régimes autoritaires naissent, grandissent et atteignent leur apogée dans le terreau de la misère, il appartient, selon le président Truman, il appartient à l'Amérique, symbole du monde libre, de juguler ce qu'on appelle l'expansion du communisme. Donc juguler, ça veut dire contenir l'expansion du communisme. C'est ce qui est à l'origine même de cette doctrine du président Truman appelée endiguement ou the containment en anglais. Donc il fallait contenir quoi? Contenir l'expansion du communisme. Mais le paroxysme sera atteint à partir du moment où le secrétaire d'État américain George Marshall mettra sur pied ce qu'on appelle le plan Marshall à partir tout simplement de 1947, c'est-à-dire à partir d'un discours prononcé à l'université de Howard. Et tout part donc de 1947. Tout part de 1947. Jusqu'à présent, nous sommes dans 1947. Ce qui fait que pour les élèves de terminale, attention, l'année 1947 est une année charnière dans les relations internationales. Parce que tout commence à partir de 1947. Que ce soit les origines, jusqu'au moment de comment on appelle la méfiance, la bipolarisation, jusqu'à ce qu'on appelle les affrontements, en passant en revue ce qu'on appelle les moyens d'action et la définition de la guerre froide. Mais attention,
Donc le paroxysme est atteint à partir du moment où le général, le secrétaire d'État américain George Marshall met sur pied ce qu'on appelle le plan Marshall. De quoi s'agit-il quand on parle de plan Marshall? C'est très important. En fait, le plan Marshall est un plan d'aide économique de 13 milliards de dollars pour la reconstruction de l'économie européenne déstructurée, déboussolée, désarticulée par ce qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce programme est constitué ce qu'on appelle par des dons, mais aussi des prêts. Ce n'est pas seulement 13 milliards qu'on donne comme ça. Donc, sous forme de dons et de prêts que l'Amérique avait fait pour aider la reconstruction de l'économie européenne ruinée. C'est ça le paroxysme. Mais à l'inverse maintenant, le camp de l'Est n'est pas resté les bras croisés. Eh bien, il y aura ce qu'on appelle une riposte avec ce qu'on appelle la riposte par rapport à la politique de l'endiguement du président Truman, Harry Truman. Donc l'URSS, à travers le premier ministre Judenov, mettra sur pied une nouvelle doctrine qu'on appelle la doctrine de Judenov. Donc la doctrine de Judenov, 1947, est une réplique à la doctrine du président Truman. Mais de quoi s'agit-il la doctrine de Judenov? Puisqu'on a dit que la doctrine de Truman, pour rappel, qualifiait ce qu'on appelle l'autre camp de camp impérialiste, antidémocratique, camp totalitaire, et par conséquent, puisque les régimes totalitaires naissent, grandissent dans le terreau de la violence, de la pauvreté, de la misère, il appartenait à l'Amérique symbole du monde libre de juguler ce qu'on appelle le déferlement du communisme. Une réplique viendra également de ce qu'on appelle du ministre Judenov, premier ministre Judenov. Alors Judenov mettra sur pied ce qu'on appelle la doctrine de Judenov. C'est une réplique à la doctrine d'endiguement, donc du containment du président Truman, qui qualifie les États-Unis de ce qu'on appelle d'hyène capitaliste, de capitalisme fauteur de trous. Laquelle doctrine également disait que les États-Unis, c'était ce qu'on appelle le symbole du monde, du monde qui est ce qu'on appelle favorable à la guerre, qui qualifie les États-Unis d'anti-démocratique. Eh bien, Judenov répliqua à la doctrine de Truman, qui le mettra sur place, et c'est à partir de ce moment que la rupture sera consommée. Voilà, c'est juste pour dire effectivement toujours cette logique dont vous faisiez allusion, qu'il y a toujours des formules, c'est des idées ou des idéologies qui sont lancées et qui parfois s'imposent comme étant une sorte de riposte par rapport à une idéologie qui a été lancée. Ou bien un plan ou une stratégie d'un camp qui sera donc contrecarré par un plan de l'autre côté. D'où tout simplement cette logique de guerre froide qui, vous dites, est une guerre d'idéologie. On sent justement ces idéologies, ces doctrines-là qui sont lancées de part et d'autre et qui vont créer cette rupture-là dont vous faisiez allusion. Effectivement, parce que jusqu'ici, on n'a pas fait recours aux armes. Jusqu'ici, nous sommes dans une guerre en latence. Une guerre qui ne s'intensifie pas, une guerre qui est idéologique. Mais à partir du moment où il y a ce qu'on appelle la rupture, et que cette rupture est consommée dans le camp des Alliés, eh bien, on va voir qu'il y aura ce qu'on appelle des manifestations ou les affrontements. Mais les manifestations, avant de voir les manifestations, il faut revenir d'abord sur la définition même de guerre froide, mais aussi les moyens d'action. Parce qu'il y a rupture, les deux camps s'affrontent comme ça, comme des siens de faïence, n'est-ce pas? Et c'est quoi maintenant la guerre froide ici? Puisqu'on l'avait dit, c'est une guerre idéologique. Effectivement, la guerre froide est une guerre idéologique. Une guerre idéologique qui opposa les États-Unis et l'URSS dans tous les domaines. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan militaire, ainsi de suite. Et Raymond Aron, il l'avait déjà cerné. Raymond Aron cernait cette notion de guerre froide qu'il va définir sous une formule devenue très célèbre, parce que tout le monde aujourd'hui connaît c'est quoi la guerre froide à partir de cette formule de Raymond Aron, mais qui est laconique. Laconique, ça veut dire brève. Très lapidaire. Très brève. Et lapidaire aussi. Guerre froide. La guerre froide ici est définie par Raymond Aron comme étant une guerre improbable, paix impossible.
Guerre improbable, ça veut dire que la probabilité qu'il y ait l'éclatement d'une guerre avec recours aux armes est faible. Paix impossible, mais nonobstant cette guerre qui est en latence, la paix n'est toujours pas apaisée. On n'a pas encore trouvé la paix. Donc, guerre improbable, paix impossible. Mais cette guerre a également ce qu'on appelle des moyens d'action. Même si c'est idéologique, cette guerre a des moyens d'action. Permettez-moi aussi, on parle ici de guerre froide, mais on verra plus tard que cette guerre a été extrêmement chaude. Il y a eu des décapitements, il y a eu des prises d'armes. Et nous allons voir ça, c'est ce que j'appelle les spécificités dans ce qu'on a appelé la guerre froide. Maintenant, c'est quoi les moyens d'action? Eh bien, il n'y a pas de paix, mais il y a rupture entre ce qu'on appelle les alliés d'hier dans la Deuxième Guerre mondiale. L'URSS cherche à ce qu'on appelle des soutiens inconditionnels. Il va offrir ses soutiens à des pays qui acceptent tout simplement d'épouser l'idéologie communiste, l'économie socialiste. Les États-Unis en font de même. Ce qui fait que chaque superpuissance cherche ce qu'on appelle des soutiens inconditionnels pour se prémunir de l'éclatement d'une troisième guerre mondiale. Mais dans cette leçon, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des sujets d'ordre chronologique et thématique. Chronologique et thématique. Parce que dans ce qu'on appelle les exercices littéraires tels que la dissertation historique ou géographique, on vous a appris qu'il y a ce qu'on appelle des types de sujets et chaque type de sujet est corrélé à un plan est corrélé à un plan. Sujet d'ordre chronologique, sujet d'ordre thématique, sujet de mise en relation, sujet dialectique, ainsi de suite. Mais cette leçon, tellement elle est importante, tellement il y a des séquences temporelles, tellement il y a de périodes, tellement il y a d'événements, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des sujets thématiques, mais aussi des sujets chronologiques. Ce qui fait que je parlais de mathématiques, vous pouvez avoir des sujets où vous avez ce qu'on appelle des bornes. Par exemple, on dit la guerre froide de 1947 à 1958. 58. Vous limitez. Oui. Et c'est là maintenant où le bas blesse. Si l'élève n'arrive pas à comprendre quel est le type de sujet, est-ce chronologique, est-ce thématique, est-ce les bornes sont fermées ou bien les bornes sont ouvertes? Et par conséquent, c'est ce que j'ai à dire à mes élèves, ce sera ce qu'on appelle des sanéco. Mais, donc c'est pourquoi maintenant la restitution mécanique et bannie même n'est pas la bienvenue vraiment dans le cadre d'un examen. Il ne faut pas quand même penser, parceriser de façon mécanique les choses et pouvoir les restituer. Bien. Souvent ça pose problème parce que la capacité d'analyse va manquer. Je pense que ce cas de sujet-là, si c'est thématique. Par exemple, à l'histoire, on ne peut pas dire à l'élève de ne pas parceriser, mais on ne demande pas de parceriser la leçon, des événements, des faits historiques. Maintenant, l'élève doit être en mesure de les analyser. C'est-à-dire de constater, d'analyser, de dire pourquoi, de les expliquer, de les expliciter. Parce que je vous avais dit, histoire et géo, ce n'est pas du gouré. Il faut une dose d'intelligence de la part de l'élève et la compréhension est extrêmement importante dans ce cas de figure. La guerre froide de 1947 à 1953, par exemple. C'est-à-dire la guerre froide allant des origines. Et là, la borne peut être un peu ouverte. Parce que quand on dit de 47 à 53, elle est un peu ouverte parce qu'il y a une brèche de Churchill 1946, le discours de Rue de Fer. Mais il y a également ce qu'on appelle l'atmosphère de suspicion qui va délétérer ce qu'on appelle les relations à partir de 1945. Brièvement, j'appelle et je reviens. Elle est fermée à partir de 1953. La borne elle est fermée. Donc là, la compréhension est très importante. Si l'élève n'est pas compréhensible ou bien n'essaie pas de comprendre et il vient faire ce qu'on appelle des gourgouris, je ne vois pas, comme on le dit. Voilà. Donc, de très bonnes orientations. Nous sommes au terme de notre émission. Nous comptons revenir très bientôt pour quand même continuer cette guerre froide, aborder la deuxième partie. Peut-être même, s'il le faut, peut-être simuler un sujet de dissertation pour quand même donner beaucoup plus d'orientation pratique à ces candidats-là.
Donc nous vous remercions encore une fois, M. Diallo. Nous comptons revenir également très bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour ce numéro de révision consacré, comme nous l'avons dit, à la guerre froide. Nous avons juste abordé la première partie. Nous remercions les élèves qui ont bien voulu se joindre à nous pour quand même essayer de voir cette leçon qui est très complexe. Nous comptons revenir ici avec M. Diallo pour quand même terminer la dernière partie de cette leçon. C'était tout donc et nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour un autre numéro de révision. Bonne suite de programme également sur la chaîne des valeurs Moshi TV. Merci beaucoup.